Après le froid, le chaud, après l'apaisement, le durcissement dans le conflit des gardiens de prison, on négocie encore ce soir. Affaire Société Générale, quel a été le rôle de la Caisse des dépôts? Son patron, Robert Lyon, s'explique à Antenne 2 en exclusivité. Réaction et trouble en Israël après le rapport américain, un rapport qui condamne les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Les immigrés dans l'Europe de 93, dossier suite ce soir, l'exemple italien avec ses 600 000 immigrés clandestins. Bonsoir. À ces titres, il faut en ajouter un cinquième, le nouvel accident d'un Boeing. Un Boeing 707 américain s'est écrasé aux Açores, faisant 144 morts. Il n'y a aucun survivant. L'appareil appartenait à la compagnie Independent Air Corporation. À bord, il y avait 137 Italiens. L'avion était parti de Bergame, en Italie, et se rendait en République dominicaine. Il devait faire une escale technique aux Açores. C'est dans les montagnes des Açores qu'il s'est écrasé. Nous allons revenir sur cet accident d'avion dans le courant du journal dès que nous aurons reçu les premières images du drame. Tout de suite, le conflit des gardiens de prison. Hier, on parlait d'apaisement. Aujourd'hui, c'était le durcissement. Surtout, le mouvement s'est étendu dans toute la France. Alors où, comment? Dominique Thiers. Malgré les sommations, malgré les appels au calme, l'affrontement a eu lieu. 300 surveillants contre 150 gendarmes mobiles qui ont fait hier soir usage de leurs grenades lacrymogènes. Bilan de l'échauffourée, 2 blessés dans le rang des gardiens de prison. Dans les mêmes circonstances, les forces de l'ordre sont intervenues à Marseille pour dégager l'accès de la maison d'arrêt des Baumettes. Là encore, 4 surveillants ont été blessés. Ces incidents sont en grande partie à l'origine du durcissement du conflit. Ce soir, près d'une trentaine d'établissements sur 180 se sont joints au mouvement de protestation. Douai, Valenciennes, Béthune, Lille, où la mobilisation est toute particulière. Ici, 4 gardiens ont été suspendus de leurs fonctions lundi matin. Plusieurs piquets de grève bloquent l'entrée ou la sortie des fourgons qui doivent emmener les détenus au palais de justice. À chaque fois, le scénario est identique. Les CRS se mettent en place et dans la bousculade, ils repoussent les surveillants. Dans l'est de la France, Metz, Strasbourg, Sarreguemines, Mulhouse, tous les grands centres pénitentiaires sont paralysés. À Lyon, la tension a gagné les détenus, mécontents de ne pouvoir rencontrer leurs avocats. Mobilisation encore dans tout le sud, avec Marseille bien sûr, mais aussi Toulon, Draguignan, Aix-en-Provence, où pour la première fois, en toute illégalité, des gardiens en service ont rejoint le mouvement. À Nantes ou Quimper, même détermination, ce soir des centaines de surveillants attendent la reprise des négociations pour décider de la poursuite de leurs actions. La situation n'est pas complètement bloquée puisque des négociations doivent en principe reprendre ce soir entre l'administration pénitentiaire et les syndicats. Alors tout de suite, Isabelle Béchler, où en est-on? Isabelle? Négociations pour les uns, simple discussion pour les autres. Aux yeux du ministère de la Justice, ce sont bel et bien des négociations qui vont reprendre ici même, d'ici à quelques instants. Le garde des Sceaux y a mis le prix. Il ne fait plus de la levée des piquets de grève un préalable et il a accepté de mettre à l'ordre du jour l'annulation, du moins l'examen des mesures disciplinaires prises contre 13 gardiens lundi. Ceci, il est vrai, une fois qu'on aura parlé du fond du rapport Bonnemaison. En face, on ne peut pas dire que Force ouvrière soit aussi conciliante puisque la centrale majoritaire refuse d'appeler ces conversations des négociations et réclame, avant de parler du fond, que les forces de police quittent les prisons. Seule tentative de conciliation de la journée, celle des syndicats non grévistes, le SNAPP, la CFDT et la CFTC, qui représentent 17% des gardiens AE3, ont obtenu du garde des Sceaux qu'il trouve une sorte de compensation en matière de retraite, à défaut de pouvoir assimiler les gardiens aux policiers en leur accordant la fameuse bonification de 1/5 qu'ils réclament. Alors voilà pour les faits. Avec nous, Marc Blondel, c'est le nouveau secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir, monsieur Blondel. Bonsoir. Alors dites-moi, c'est un conflit vraiment grave pour que le secrétaire général de FO prenne l'affaire en main comme ça? Bien écoutez, c'est un conflit à la fois grave et difficile, et c'est un conflit symbolique. Je venais d'être nommé ou désigné secrétaire général de l'organisation, et vous savez que je suis assez partisan de la revendication. Mes camarades, dans un... J'ai touché plusieurs fois le garde des Sceaux, et je me crois pour une partie responsable des discussions de ce soir. Dites-moi, vous avez
au départ, revenons justement aux revendications des gardiens de prison. Au départ, c'était un mouvement et une réflexion même, je puis dire, sur tout le problème pénitentiaire. Puis on a l'impression que maintenant, c'est simplement une affaire de sous et de retraite. Oui, le problème est un peu différent. Au départ, effectivement, c'était une réflexion globale, à la fois d'ailleurs sur le personnel, mais aussi sur les détenus. Et dans la pratique, il semble que le rapport Bonne-Maison ait été fait à l'économie. Vous voyez ce que je sous-entends par là. Ce qui veut dire que l'espoir que les gardiens avaient placé, notamment dans cette réforme, dans cette évolution, est quelque peu déçu. Monsieur Blondel, vous avez vu Pierre Jox ce matin, pourquoi ? Parce que, comme vous, comme tous les citoyens, comme tous les républicains, j'étais quelque peu choqué et ennuyé des incidents qui avaient eu lieu cette nuit, notamment à Fleury-Mérogis. Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? Disons que ça fait partie des conversations que des responsables politiques et sociaux peuvent avoir dans ce pays, et je ne tiens pas à donner dans le détail notre conversation. Disons que j'ai appelé à la prudence. Nous savons tous qu'il peut y avoir des conséquences d'ici quelques heures, voire quelques jours, si le mouvement devait durer. Et j'ai fait un appel au gouvernement, essayer de faire comprendre qu'il fallait trouver solution le plus rapidement possible. Merci Marc Blondel. François Mitterrand à Nantes, un nouveau déplacement en province pour le chef de l'État. Il s'est précisément rendu à Saint-Herblain, l'occasion d'un hommage appuyé du président à son Premier ministre. Le futur PDG de Radio France serait Jean-Pierre Hos, selon nos informations. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a présélectionné 4 personnalités, Jean Izard, Gérard Inger et Jean Maheu. Et aussi Jean-Pierre Hos, c'est ce dernier qui fut directeur délégué de RMC qui tiendrait la corde pour le poste donc de PDG de Radio France. Les agriculteurs en colère, après plusieurs mois de calme et de silence, les organisations syndicales de tous bords sont sorties de leurs réserves. Une manif à Paris avec des tracteurs dans les rues. Manif symbolique toutefois. 2 thèmes dans la protestation des agriculteurs. D'abord la baisse du revenu agricole, celle qui a été enregistrée en 88. Et puis aussi le problème de la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture. C'est un problème grave cela. C'est en fait la remise en cause du monopole du crédit agricole. Nous y reviendrons. Nouvelle affaire des fausses factures à Marseille et dans la région. Non, plutôt l'affaire de la Société Générale, on va y venir par là. Le journal a été un peu chamboulé en raison de cet accident d'avion dont nous essayons d'avoir des images. Aussi, il est bien difficile d'en suivre le cours. L'affaire de la Société Générale maintenant, c'est la deuxième grande affaire de l'hiver, sans doute la plus importante, avec une question fondamentale. Quel a été le rôle de la Caisse des dépôts dans l'étrange prise de participation de la Générale en novembre dernier? Était-ce bien le rôle d'un organisme comme la Caisse des dépôts, qui gère toutes les économies des Français, de se prêter à ce jeu? Robert Lion, le patron de la Caisse des dépôts, ne s'est jamais exprimé sur cette affaire. En exclusivité sur Antenne 2, Robert Lion a accepté de s'expliquer à Philippe Sassier. La Caisse des dépôts gère une bonne partie de l'épargne des Français et les fonds des professions juridiques comme ceux des notaires. Cette vieille dame très riche, née en 1816, est un des plus gros financiers du monde. Son patron, Robert Lion, est un des attaquants de la Société Générale, une offensive qui fait couler beaucoup d'encre. Pour la première fois, il s'explique sur le rôle de la Caisse dont il vient de présenter les bons résultats 1988. Nous gérons les livrets A, c'est notre principal métier. Il y a en France 40 millions de livrets d'épargne, 40 millions de Français ont un livret, 20 000 francs en moyenne, ça fait à peu près 700 milliards. Cet argent est utilisé à quoi? Essentiellement au logement social. La moitié, 350 milliards, a servi et sert encore à financer les HLM. Ensuite, nous finançons les équipements des collectivités locales et puis nous investissons en bons du trésor et en obligations. Voilà en gros à quoi sert l'argent des livrets d'épargne. Très rapidement, comment évolue l'épargne actuellement? Les Français épargnent moins. Ils continuent d'investir dans leur logement, mais ils continuent de consommer beaucoup, malgré un pouvoir d'achat qui stagne depuis plusieurs années. Donc l'épargne a plutôt tendance à diminuer, et c'est le cas de l'épargne sur livret. Et nous avons là quelques préoccupations. Si cette diminution était trop importante, le financement du logement social serait problématique pour l'avenir. Alors, on dit que vous avez utilisé l'argent des épargnants pour lancer cette attaque contre la Générale. Oui, c'est vrai qu'on le dit, ça me désole parce que c'est pas vrai. Je l'ai pourtant indiqué à plusieurs reprises. L'argent qui a été utilisé dans l'opération Société Générale vient d'une toute autre activité complètement séparée, sans aucun rapport avec la gestion des livrets d'épargne, qui est notre activité de banquier direct.
Nous recevons des dépôts divers à la Caisse des dépôts. Là-dessus, nous constituons une marge, comme toutes les banques. Nous dégageons des bénéfices, et c'est sur ces bénéfices que peuvent être financés des investissements du genre de celui que vous évoquez. Mais vous avez quand même participé à une opération qu'on dit politique. Non. Elle n'est pas politique dans notre esprit. Je reconnais qu'elle est aujourd'hui mêlée à un débat politique large et vif, et quelquefois violent. Mais son objectif était économique et financier, il le demeure. Mon objectif, c'est d'épauler des investisseurs et des industriels qui ont pour ambition de renforcer le capital d'une grande banque française. Et vous avez quand même été mêlé à ce que certains appellent une opération d'initié. Je pense que non. S'il y a des actes d'initié autour de l'opération de la Société Générale, ça m'intéresse au premier chef. C'est pour ça que j'ai souhaité l'enquête de la Commission des opérations de bourse. J'attends ces résultats avec beaucoup d'intérêt. Inutile de vous dire que la Caisse des dépôts se retournerait contre ceux qui auraient commis d'éventuels actes de ce genre avec la plus grande vigueur. Vous pensez à M. Pellerin? Je pense à personne en particulier. Une nouvelle affaire de fausses factures à Marseille et dans la région. Plusieurs élus de municipalités du sud-est de la France semblent en effet impliqués dans une affaire de fausses factures et de corruption. Pour l'instant, la justice reste discrète sur les dossiers qu'elle détient. Patrice Velay, Luc Bachofen. Des fausses factures sous haute protection, entrée interdite au siège de la SORMAE, on n'a rien à déclarer. Une société de travaux publics aux méthodes plus que douteuses, surfacturation de travaux par l'intermédiaire d'un entrepreneur complaisant, cadeaux, pots de vin pour enlever des marchés du bâtiment, une caisse noire de 4 millions de francs par an selon le principal inculpé. Les bénéficiaires, des élus locaux pour l'essentiel, 25 mairies, de gauche comme de droite, réparties sur toute la Côte d'Azur. Sans doute des campagnes électorales payées, bref, un pavé dans la mare politique à un mois des municipales. Selon le procureur de la République, des élus seraient menacés d'inculpation. Une affaire explosive, le parquet s'est dessaisi du dossier au profit de la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est une procédure particulière qui a été prise depuis plusieurs années dans un souci d'objectivité, car l'instruction sera menée par une juridiction tout à fait indépendante territorialement du territoire sur lequel le délit a été commis. Cette fois, les 8 inculpés de l'affaire ont visiblement décidé de ne pas porter seuls le chapeau de la magouille, et leur déclaration semble prise très au sérieux par la justice marseillaise. Le trouble en Israël à cause d'un rapport américain. Le département d'État américain vient en effet de publier un rapport qui fait état de très nombreuses violations des droits de l'homme par Israël cette année dans les territoires occupés. Aux États-Unis déjà, la communauté juive est très troublée et angoissée par ces révélations car c'est la première fois que les États-Unis se montrent aussi sévères avec Israël. Il faut dire qu'aujourd'hui encore, il y a eu 3 morts palestiniens dans les territoires occupés à cause des tirs israéliens. Réaction en Israël, Charles Anderlin. C'était l'année dernière. Les Palestiniens frappés par les soldats n'avaient eu que des contusions sans gravité. En fait, la principale victime de ce passage à tabac, ce fut l'image de marque d'Israël aux États-Unis. L'opinion publique américaine était désormais sensibilisée aux problèmes des droits de l'homme dans les territoires. Et le rapport qui vient d'être publié par Washington relance la controverse. Selon la presse israélienne, il est très dur. 366 morts palestiniens, 13 des suites de coups, 5 asphyxiés par des gaz lacrymogènes, 20 000 blessés, des milliers d'arrestations arbitraires. Une circonstance atténuante, seule une démocratie comme Israël a pu permettre la rédaction d'un tel rapport. La réaction de Jérusalem, tout cela est exagéré et ne tient pas compte des provocations auxquelles sont soumis les militaires. Le ministre de la Justice condamne toute atteinte aux droits de l'homme, mais ajoute qu'Israël n'a pas le choix. Le véritable problème n'est pas ce qui se passe de ci de là entre un soldat et un civil, mais bien pourquoi les États arabes n'acceptent pas de négociations directes avec nous. Un argument rejeté par la prestigieuse association israélienne des droits de l'homme. Je n'accepte pas le principe à la guerre comme à la guerre. Même en temps de guerre, il y a des règles fondamentales des droits de l'homme élémentaires qui doivent être respectées en toutes circonstances, pas seulement pour des raisons humanitaires, mais dans notre intérêt. La répression du soulèvement palestinien a donc des conséquences négatives sur ce qu'Israël considère comme essentiel, ses relations avec les États-Unis. Pour Jérusalem, cela démontre une fois de plus l'urgence d'une solution politique.
L'immigration dans la communauté européenne, suite de notre dossier de la semaine. Le thème, c'est, vous le savez, comment harmoniser les politiques en matière d'immigration avant 1993, date à laquelle les frontières tomberont. Ce soir, l'exemple italien, un cas dans les problèmes d'immigration. L'Italie, c'est le pays du travail au noir. C'est aussi le pays de l'immigration clandestine. On estime actuellement qu'il y a 600 000 travailleurs immigrés clandestins en Italie. Comment s'intégreront-ils dans l'Europe? C'est toute la question. L'enquête en Sicile de Marcel Tria. Une petite Tunisie au cœur de la ville. Mazara del Vallo, un port de pêche à la pointe de la Sicile. Ils sont plus de 5000 ici, clandestins pour la plupart, sur 45 000 habitants. Chaque jour, au bar d'Ahmed, les hommes sans femmes retrouvent la brûlure du narguilé, la chaleur du pays perdu. La Tunisie, si proche pourtant. À peine 7 heures de traversée. Chaque mercredi, à 6 heures du matin, le bateau accoste à Trapani avec sa cargaison d'espérance. Ils sont plus de 800. Pendant toute la matinée, une poignée de policiers italiens va tenter de canaliser la marée humaine. Parmi eux, quelques immigrés en situation régulière qui reviennent de vacances, quelques habitués aussi venus pour une semaine faire leurs emplettes en Italie, et puis la masse des faux touristes aux mains tremblantes. Tous de vrais immigrants clandestins, dans l'attente angoissée de ce geste magique. Le coup de tampon d'un policier blasé qui leur ouvrira les portes de l'Eldorado. Une véritable loterie. Mais c'est pas écrit sur leur front qu'ils viennent pour travailler. Alors il faut deviner, bien sûr. Mais comme vous avez vu, ils sont tous habillés comme des miséreux. Refoulés. Pour cela, le miracle n'a pas eu lieu. Ils repartiront dans le prochain bateau. Sur la passerelle, pour ceux qui ont eu la baraka, la cigarette du soulagement. Un bref instant d'illusion avant la plongée dans une autre galère, celle du travail clandestin. Sur le quai, les autocars et les minibus du comité d'accueil pour faux touristes. Des professionnels du trafic de main-d'œuvre qui ont peu de goût pour la publicité. 12 touristes. Oui. Pour beaucoup, le point de chute, c'est Mazara del Vallo. Plus de 500 bateaux pour une pêche florissante, mais archaïque. De véritables taudis flottants. Des salaires de 5 000 à 10 000 francs par mois pour un travail dont les fils de pêcheurs siciliens ne veulent plus. 24 heures, travail 12 heures. Et 12 heures de repos. Et 12 heures de repos. Et 24 heures de travail, 12 heures de repos. Midi. La vie de mer non est bien. Et que pourquoi passons 20 jours ou 15 jours à la mer et à la terre 2 jours. Et à così la vie sembra così. L'âne entre et l'âne ouais, et la vie passe. Et la vie passe. Pourtant, les marins-pêcheurs font figure de privilégiés dans la communauté tunisienne. Une partie d'entre eux, au moins, est en situation régulière. À quelques kilomètres de là, près de Marsala, d'autres découpent dans la roche ces blocs de tuf qui sont les moellons des maisons italiennes. Ils sont tous clandestins. Salaire moyen, 3 à 4 000 francs par mois pour 9 heures de travail par jour, dans des conditions qui échappent à tout contrôle. Dès l'apparition de notre caméra, c'est la fuite. Jusqu'à ce que l'un des patrons des carrières se décide à faire front. Vous savez, ici, comme les gens travaillent un peu en dehors des règles, on a peur de vous. Pourquoi les patrons ne veulent pas faire des contrats de travail? Les patrons des carrières ne font pas de contrat de travail parce que le Tunisien, aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas. Aujourd'hui j'en ai besoin, demain j'en ai pas besoin parce que c'est un travail irrégulier. Près d'une ancienne carrière, la maison des Tunisiens. Ils vivent à 4 ici, dans une seule pièce, sans eau ni sanitaire. Loyer, 500 francs par mois, plus l'électricité. Une loi votée en 1987 permettait aux clandestins de régulariser leur situation. Sur 1,5 million environ, moins de 200 000 d'entre eux dans toute l'Italie ont trouvé un patron acceptant de signer un contrat de travail. Vu de près, l'Eldorado ne tient guère ses promesses. À Trapani pourtant, chaque semaine, des centaines de nouveaux arrivants continuent, l'espoir au cœur, de répondre à l'irrésistible appel.
Voyons maintenant d'autres informations internationales, notamment l'Iran, où l'on devrait respirer un petit peu mieux, et puis l'Afghanistan qui, en revanche, retient son souffle. Éric Perrin. Pour la première fois depuis le début de la révolution, l'ayatollah Khomeini a décrété l'amnistie de prisonniers politiques. 900 détenus impliqués selon Téhéran dans des crimes ne sont cependant pas concernés. Mais à en croire Amnesty International et l'ONU, cette mesure intervient après l'exécution d'un millier de prisonniers politiques. Alors que les derniers ravitaillements soviétiques arrivent à Kaboul, les Nations Unies cherchent un avion pour transporter l'aide humanitaire. Egyptair a décidé en effet de ne pas assurer, pour des raisons de sécurité, la liaison avec la capitale afghane. Le dernier soldat soviétique devrait quitter l'Afghanistan mardi prochain. Michel Rocard en visite à Londres où il doit s'entretenir avec son homologue britannique Margaret Thatcher. Le Premier ministre français doit donner une conférence ayant pour thème la place de la France et de la Grande-Bretagne dans l'Europe. Pour les prochaines municipales, soyez fidèles à Antenne 2, vous ne le regretterez pas. 2 grandes opérations électorales, au cours des 2 soirées bien sûr, aussi brillantes que les précédentes. Ce sera toujours une association Antenne 2 Europe 1 Paris Match. Et d'ores et déjà, dans Paris Match qui sort demain, une photographie de tous les points chauds prévus lors de ces élections municipales. Regardez. Comment vont-ils voter? Pour un homme ou une étiquette politique? La désunion dans certaines villes à gauche comme à droite profitera-t-elle au camp adverse? Les élections municipales sont autant de cocktails aux ingrédients multiples. Pour s'y retrouver, demain dans Match, la photographie de cette élection. Cette carte n'est pas un sondage, c'est un document d'information. Elle est d'abord une bonne leçon de géographie. Elle permet de voir où sont situées les quelques 150 villes de plus de 30 000 habitants en dehors de Paris et de la région parisienne. Ensuite, nous avons voulu mettre en valeur l'appartenance politique des maires sortants de chacune de ces villes. Et puis ensuite, en termes d'analyse, vu les BVA, ont voulu mettre l'accent sur les villes où la gauche pouvait prétendre ravir la mairie à la droite, et inversement, où les villes de droite étaient particulièrement menacées par les formations de gauche. Dans les semaines suivantes, Match publiera la carte de Paris et d'Île-de-France, puis 3 sondages sur Blois, Nantes et Lille, le 13e et le 20e arrondissement à Paris, et enfin sur Lyon et Marseille. Faut-il simplifier l'orthographe du français? Beaucoup d'entre nous le pensent, et surtout les écoliers qui ont bien du mal avec les finesses, les subtilités et les exceptions de l'orthographe française. Cette fois, ce sont des experts, tous professeurs d'université respectés, qui soulèvent le lièvre. Ils partent en guerre contre l'accent circonflexe ou contre les anachronismes, j'y arriverai, de notre orthographe. L'orthographe, comme la langue, disent-ils dans un article du Monde, doit évoluer. Dans la République des lettres, bien sûr, c'est le tollé avec 2 L et un E accent aigu. Dominique Laurie, Patrick Retzlob. On doit nettoyer la place. La dictée. Un parcours du combattant redouté par tous les élèves. La maîtrise de l'orthographe, un obstacle pour beaucoup de Français. Dans presque chaque phrase se dissimule un piège. Je sais pas comment ça s'écrit l'orthographe, alors j'essaye de temps en temps d'écrire au pif. Moi, ce que je trouve difficile, c'est l'accord des verbes. Ce sont les lettres non prononcées et les doubles consonnes. La langue française se modernise, s'adapte aux nouvelles technologies. En revanche, la grammaire, l'orthographe répondent à des règles traditionnelles fixées il y a près de 2 siècles. Des règles qui ont survécu malgré 2 tentatives de modernisation en 1901 et 1977. Aujourd'hui, les chercheurs proposent de supprimer les pièges dus à la longue histoire du français. Les écoliers du lycéen n'ont pas besoin de les connaître et surtout, cela complique leur tâche. Par conséquent, je considère que sur certains points, on peut suggérer une simplification en laissant 2 graphies. Il ne s'agit pas d'autoriser une seule en condamnant ou en bannissant l'autre. Il s'agit de suggérer 2 graphies dont l'une tient plus compte des difficultés des jeunes gens en l'alignant sur la prononciation qui est la leur. Prenons un oignon. À quoi peut bien servir le i que personne ne prononce? Autre casse-tête, rationnel prend 2 n, rationaliste un seul. Charrette 2 r, chariot un seul. Des anomalies pour les uns, règles d'or pour d'autres. Et j'ai peur que nous perdions la mémoire, que nous perdions beaucoup de poésie qui est liée à l'existence magique, sacrée de ces mots écrits comme ils le sont depuis si longtemps, avec tellement de passion. Un nouveau débat en perspective entre les anciens et les modernes, suivi, on s'en doute, par tous les élèves. Peut-on imaginer pour l'avenir une dictée cool, avec 2 O ou un seul?
Champion du monde de ski, des routes françaises suite, et oui, après son échec dans la descente, Carole Merle espérait se racheter dans le supergéant dont elle était, il faut bien le dire, la favorite et qui est sa spécialité. Hélas, nouvelle défaite tout à l'heure, vous l'avez vu sur notre antenne, Carole Merle est sortie de la piste dans le super-G, un super-G remporté par l'Autrichienne Ulrike Maier. J'y arrive, Gérard Holz nous raconte tout ça. Merle, tête d'oiseau, non, Carole est une championne, à la tête bien faite et bien pleine, simplement Carole Merle voulait aller très vite, sans doute trop vite. Ici, je voulais prendre le maximum de risques. Et puis quand on prend le maximum de risques, évidemment, on est à la limite tout le temps. Il s'est passé que j'ai très bien skié sur le haut et que je suis arrivée un peu trop direct. J'ai voulu prendre trop de risques au niveau de la bosse et j'ai pas pu prendre la porte du dessous. Alors ça fait quasiment un titre de championne du monde qui s'envole? Je crois que oui. Carole Merle éliminée, c'était la favorite du supergéant, tout était possible. Et Ulrike Maier, l'Autrichienne, en a bien profité. Son dossard numéro 1 ne l'a pas gêné, joli parcours en haut, excellente glisse, bonne technique. Mais grosse faute à mi-parcours, Maier vire beaucoup trop large. Si je dessine la trajectoire idéale, voilà la ligne ensuite de Maier. Elle est pratiquement sortie de la piste dans la neige fraîche. Et bien malgré cela, à l'arrivée, 1:19,46, meilleur temps, Maier, championne du monde de supergéant. Ce soir, supergéant homme avec Franck Picard, résultat 22h10 sur Antenne 2. Voilà, je reviens à l'instant à l'accident du Boeing dont je vous parlais en commençant ce journal. Nous n'avons pas pu recevoir d'images, donc nous ne pouvons pas vous les proposer. Ce qu'on vient a appris, c'est que c'est peut-être en raison d'un matériel ancien, d'un matériel âgé que l'accident a eu lieu, car on sait maintenant que le Boeing 707 qui s'est écrasé et avait 21 ans. C'était un vieil appareil donc. Alors je vous rappelle que ce Boeing 707 américain d'une compagnie américaine, indépendante Air Corporation, s'est écrasé aux Açores, faisant 144 morts. Il n'y a aucun survivant. Pour la plupart, il s'agissait d'Italiens, 137 Italiens, qui étaient partis de Bergame en Italie et qui rejoignaient la République dominicaine. L'avion devait faire une escale technique aux Açores et c'est dans les montagnes des Açores que ce Boeing s'est écrasé. Voilà, avant de refermer complètement ce journal, il me reste bien sûr à vous donner les pronostics du tiercé, comme chaque mercredi soir, puisqu'il y a un tiercé chaque jeudi. Alors c'est un tiercé Quarté Plus qui a lieu à Vincennes. Voici les pronostics de Pierrette Bress. Le 11, le 4, le 17, le 2, le 16, le 5, le 14 et le 3. Fin de ce journal. La météo, c'est tout de suite avec Sophie Davant, qui peut-être une petite surprise sur l'anticyclone, on verra. Dernier journal, Henri Sagnier vers 23h30. Premier journal demain matin, 7h. Marc Hautement, Catherine Sellac dans Télématin. L'invité de Gérard Morin dans les 4 vérités, ce sera André Léniel, le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle. Excellente soirée sur Antenne 2. À demain soir, 20h.